Samedi soir, des informations ont fait état d'une explosion massive survenue dans un port commercial de la ville de Bandar Abbas sur la côte sud de l'Iran. Les autorités iraniennes ont rapidement déclaré qu'il s'agissait d'un accident, reconnaissant que l'explosion était liée à une cargaison de produits chimiques nécessaires à la production de carburant pour les missiles balistiques. Cette cargaison de produits chimiques provenait de Chine, mais au lieu d'être utilisée pour produire du carburant pour les missiles qui seront tirés contre Israël, ces produits chimiques ont provoqué une explosion qui a causé d'énormes dégâts en Iran, faisant au moins 5 morts et environ 700 blessés. Le président iranien a ordonné une enquête sur l'explosion à laquelle le gouvernement israélien a déclaré ne pas être lié. Toutefois, Israël est conscient que les dirigeants iraniens seront tentés de nous blâmer de toute façon. C'est pourquoi Tsahal a été mis en état d'alerte et surveille de près la situation pour déceler tout signe de colère de la part de l'Iran. Pour l'instant, les autorités iraniennes semblent se concentrer sur l'extinction des énormes incendies qui se sont déclarés dans le port, sur l'évacuation des civils et sur la limitation des dégâts du mieux qu'elles peuvent. Ces événements surviennent alors qu'un nouveau cycle de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran a débuté samedi à Oman, se concentrant sur des réunions d'experts et visant à élaborer un cadre pour un éventuel accord. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera un aperçu approfondi de ces pourparlers et de ce qu'ils signifient pour Israël à l'avenir. Par ailleurs, les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir éliminé Hussein Azzat Mohamed Attawi, un terroriste lié au Hamas au Liban. À Gaza, le Hamas perd son emprise sur la population, mais la situation est bien pire pour lui. Selon des sources libanaises, l'effondrement régional du Hamas est en cours et l'organisation perd pied en Jordanie, en Syrie et même au Liban. Mais revenons à Gaza, où des échanges de tirs nourris ont eu lieu entre Tsahal et le Hamas au cours des dernières 24 heures, ainsi que des frappes aériennes sur 2 bâtiments dans la ville de Gaza et à Jabalia, qui étaient définis comme des complexes de commandement et de contrôle pour le groupe terroriste. Pendant ce temps, Tsahal a lancé un avertissement aux résidents de Beit Hanoun et de Sheikh Zayed pour qu'ils évacuent la zone. Des centaines de terroristes ont été éliminés et plus de 1800 cibles terroristes ont été frappées. Tsahal se prépare à augmenter la pression sur le Hamas et précise que nous ferons de notre mieux pour que l'aide ne parvienne pas au Hamas. 3 divisions opèrent dans la bande de Gaza, dont 2 dans la région de Rafah. Tout cela a eu un coût. L'armée de l'air a dû aider une unité à s'extraire d'un engagement violent et un conducteur de char a été mortellement touché par un tireur d'élite du Hamas. Cependant, malgré les difficultés et les pertes, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général de corps d'armée Eyal Zamir, a l'intention d'accroître les mesures de pression sur la bande de Gaza et sur le Hamas grâce à une opération qui comprend et comprendra des tirs aériens et des manœuvres terrestres vers de nouveaux points focaux. L'objectif de ce nouveau plan est d'accroître la pression sur le Hamas pour qu'il rende les otages et peut-être de le chasser définitivement du pouvoir. Nous vous présenterons également des détails sur la façon dont les systèmes avancés d'intelligence artificielle développés par Tsahal deviennent une arme décisive au combat. Qu'il s'agisse d'éliminer des personnalités du Hamas ou de localiser des otages, les technologies de Tsahal changent les règles du jeu. Tout cela exerce une pression énorme sur le Hamas qui, pour la première fois, admet que cela commence à fonctionner. Selon certaines informations, une délégation de négociation du Hamas est arrivée au Caire ce week-end pour discuter avec les médiateurs de la nouvelle proposition formulée cette semaine après que le Hamas a rejeté une précédente proposition israélienne. Les responsables du Hamas au Caire disent que nous sommes prêts à un cessez-le-feu de 5 ans en échange de tous les otages. De retour en Israël, les sirènes ont retenti à Beersheba, la ville du sud d'Israël, et dans les environs, samedi matin, lorsque les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'un missile lancé depuis le Yémen avait été intercepté avant qu'il ne pénètre en Israël. Nous ferons également le point sur l'action au Yémen, notamment sur le succès limité des Houthis qui ont réussi à abattre des drones américains de pointe. Une source du Pentagone a admis que plus les frappes augmentaient, plus le risque pour les avions était grand. Je m'appelle Yair Pinto
Et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël en ce jour de guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui agissent sous la demande et le contrôle du corps des gardiens de la révolution iranien qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton d'abonnement afin de rester au courant de ce qui se passe en Israël et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Une forte explosion s'est produite samedi soir dans le fort de Shahid Rajia, dans la ville de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Selon les premières informations, cet incident a fait au moins 5 morts et environ 700 blessés. Le nombre de morts augmentera probablement dans les jours à venir à mesure que les blessés succomberont à leurs blessures. L'agence de presse Tasnim, affiliée au régime iranien, a fait état d'une situation chaotique dans le port. Un communiqué de l'agence ajoute que la plupart des bâtiments du port ont été endommagés à la suite de l'explosion. Les forces de sécurité et de secours tentent de maîtriser la situation, mais pour l'instant, les opérations au fort de Rajia ont été suspendues. La télévision iranienne a également indiqué que l'explosion avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt contenant des matériaux inflammables à la douane de Bandar Abbas. Et l'agence de presse semi-officielle Maher a signalé que des explosions secondaires s'étaient produites longtemps après l'explosion initiale, ce qui indique que les explosifs et les produits chimiques inflammables stockés sur le site ont cuit sous l'effet de la chaleur intense dégagée par les incendies. Plusieurs heures après les premiers rapports, les incendies étaient toujours hors de contrôle, se propageant à d'autres parties du port et provoquant de nouvelles explosions et de nouveaux dégâts. D'autres rapports indiquent que des incendies se sont déclarés dans d'autres parties du port avant que la grande explosion ne se produise. Pour l'instant, les autorités ne précisent pas quels conteneurs ont explosé en premier, ce qu'ils contenaient, ni aucun autre détail. Toutefois, je peux vous donner quelques détails, notamment le fait que, selon plusieurs rapports, une partie de la zone touchée dans le port est également utilisée par la marine des gardiens de la Révolution. En outre, au cours des derniers mois, le même port a reçu 2 navires chinois qui auraient transporté du pyrochlorate de sodium, une substance chimique qui, selon les rapports mondiaux, est un composant central du carburant des fusées des missiles balistiques iraniens. Selon un reportage de CNN, ces cargaisons ont été commandées par le département des achats de la Self-Sufficiency Jihad Organization, SSJO, l'un des organismes responsables du développement des missiles balistiques iraniens. Les mêmes informations précisent que ce produit chimique ne peut servir qu'à alimenter des fusées. L'éventail des utilisations est assez restreint. De grandes quantités de ces matériaux ont été livrées à ce port au cours des derniers mois. Elles seraient nécessaires à la production de combustible solide pour, entre autres, les missiles Khaybar-Sheran et Hajj-Qasem. Le Khaybar-Sheran peut atteindre une portée d'environ 1450 km, tandis que le Hajj-Qasem atteint environ 1400 km. Les Iraniens ont lancé plusieurs missiles Khaybar-Sheran sur Israël lors de la première attaque en avril 2024 et lors de la seconde attaque en octobre 2024, des restes d'au moins un Khaybar-Sheran ont été identifiés en Israël. Le pyrochlorate de sodium est un sel fortement oxydant, considéré comme essentiel dans la production de pétrole solide grâce à sa stabilité et à sa capacité à libérer de l'oxygène à un rythme élevé. Ses propriétés permettent le lancement rapide et le stockage à long terme de missiles, ce qui rend la substance particulièrement sensible et surveillée au niveau international en raison des préoccupations liées aux utilisations militaires. Il convient de noter qu'en 2020, une cyberattaque attribuée à Israël a été menée contre le port de Bandar Abbas, paralysant ses installations pendant plusieurs jours. Le port de Shahid Rajai se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de Bandar Abbas, sur la rive nord du détroit d'Ormuz, à l'entrée du golfe Persique. Pour une raison évidente, il s'agit d'un détroit stratégiquement important par lequel transitent 20% du trafic pétrolier mondial. C'est donc un port économique très important pour l'Iran et c'est le plus grand port commercial du pays
qui traite 70% des marchandises iraniennes, y compris les importations de denrées alimentaires, soit environ 80 millions de tonnes par an. Il dispose également d'installations pétrolières et pétrochimiques. Une fois de plus, on ne sait toujours pas si l'explosion a été causée par un dysfonctionnement ou par un sabotage, mais il est évident qu'elle est due à un matériau extrêmement explosif. Cela nous rappelle un autre événement douloureux, l'explosion massive qui a détruit le port de Beyrouth en août 2020 et faisant 218 morts et plus de 7000 blessés. Cette explosion a ensuite été attribuée à la combustion de matériaux inflammables stockés par le Hezbollah dans le port. Malgré toutefois, l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mujtaba Imanid, s'est empressé à midi de nier toute similitude entre l'explosion en Iran et celle du port de Beyrouth, déclarant que cet événement était de bien moindre ampleur que l'explosion du port de Beyrouth et qu'il ne pouvait être comparé. Que je sais ce que vous pensez. J'ai pensé la même chose lorsque j'ai vu les premiers rapports à ce sujet, mais jusqu'à présent, les représentants du gouvernement israélien se refusent à tout commentaire et l'armée israélienne affirme qu'elle n'est pas impliquée dans la situation. Une source militaire de haut rang à qui l'on demandait si Israël modifiait son niveau d'alerte à la suite de cet événement a répondu « Nous sommes dans une période où la région est en train d'être remodelée. Nous sommes prêts à nous défendre et à faire face à toute éventualité. Il ne fait aucun doute que cet événement survient à un moment critique, alors que les diplomates iraniens et américains se rencontrent à Oman samedi matin pour un 3e cycle de négociations sur le nucléaire. Mati Shoshani, analyste principal du Moyen-Orient à TBN, nous donnera tous les détails plus tard, mais pour l'instant, nous allons nous rendre dans la bande de Gaza. Avant de passer au dernier rapport, je voudrais vous demander de continuer à nous aider à rechercher et à partager la vérité en visitant notre chaîne YouTube, en allant sur notre site web tbnfr.org et en cliquant sur le bouton « Faire un don ». Enfin, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prier pour la paix à Jérusalem. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense israéliennes ont intensifié la pression sur le Hamas et les organisations palestiniennes du djihad islamique à Gaza. En moins d'une journée, les avions de l'armée de l'air ont frappé 2 bâtiments, l'un dans le quartier de Jaffa de la ville de Gaza et le second ce matin à Jabalia. Selon les estimations, plusieurs dizaines de terroristes ont été touchés lors de ces 2 frappes. Tsahal affirme que les cibles frappées sont des complexes de commandement et de contrôle que les terroristes utilisent pour planifier et exécuter des activités terroristes contre les civils israéliens et contre les forces de défense israéliennes. De violents échanges de tirs ont également eu lieu vendredi à partir de l'après-midi dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza. Au cours des combats, un soldat de réserve du bataillon 52-50 de la brigade Iron Fist 205 a été grièvement blessé. Il a été évacué pour être soigné à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva en Israël et sa famille a été informée. Lors d'un autre incident, 2 autres soldats ont été blessés dans une moindre mesure. Mais l'armée de l'air a été mobilisée pour aider à évacuer les blessés tout en menant des frappes parapluies pour soutenir les forces terrestres. En outre, une unité d'infiltration de la police des frontières est tombée dans une embuscade à Sajaïa alors que Tsahal s'efforçait d'étendre la zone tampon qui sert de bande de sécurité du côté gazaoui de la frontière. Un combattant de l'unité spéciale de la police a été mortellement blessé lors de l'échange de tirs et, au cours des opérations qui ont suivi, un char a été touché, faisant un mort parmi l'équipage, tandis que 3 autres soldats ont été blessés. Tout cela se produit alors que les activités de Tsahal dans la bande de Gaza progressent dans des zones plus peuplées, ce qui accroît la probabilité de rencontres avec des terroristes armés, comme celles qui ont entraîné ces pertes. Cependant, en plus de ces manœuvres terrestres, les forces de défense israéliennes déclarent que depuis avant-hier, 120 cibles du Hamas dans la bande de Gaza ont été frappées depuis les airs, y compris des dépôts d'armes dans le nord de la bande et des cibles à Rafah. Au total, 1800 cibles ont été frappées dans la bande de Gaza au cours du mois dernier, depuis la reprise des combats. Tsahal se prépare à augmenter la pression et à resserrer l'étau sur les nouvelles zones du Hamas qui seront progressivement prises par les troupes.
en ce qui concerne la demande de l'échelon politique que Tsahal veille à ce que l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza ne parvienne pas aux mains du Hamas, l'armée a déclaré « Nous discutons de plusieurs alternatives à ce sujet et nous ferons de notre mieux pour empêcher l'aide d'atteindre le Hamas. » Permettez-moi maintenant de vous parler de certaines unités de Tsahal opérant dans la bande de Gaza. Dans la partie nord de Gaza, la division 252 poursuit ses opérations et, au cours des dernières 48 heures, des avions ont frappé un dépôt d'armes du djihad islamique dans le quartier de Darj Toufa. La division 143, la division de Gaza, opère dans les zones de Sabora et de Tel Sultan à Rafah, dans le sud. Et dans la partie sud de la bande de Gaza, la division 36 opère dans la zone de Rafah et le long du corridor de Morad, tandis que Iron Fist Brigade et l'armée de l'air continuent de fournir un appui-feu aux forces de manœuvre. Au milieu de toute cette activité cinétique sur le terrain, la délégation du Hamas est arrivée au Caire samedi pour de nouveaux pourparlers avec les médiateurs égyptiens. Dès son arrivée en Égypte à midi, un communiqué du Hamas a annoncé la composition de la délégation, qui comprend de très hauts responsables de l'organisation et a de nouveau déclaré que la proposition de l'organisation terroriste consistait en un cessez-le-feu de 5 ans en échange de la libération de tous les otages restants. Le Hamas a ensuite déclaré qu'il n'accepterait pas un accord de cessez-le-feu partiel et a appelé à un accord global qui mettrait fin à la guerre. Une source bien informée du Hamas a déclaré cette semaine au journal pro-saoudien Ashraq al-Awsa que la proposition qui sera discutée au Caire comprend 5 affrontements et, en son sein, un accord global et une longue trêve pouvant aller jusqu'à 5 ans, assortie d'une demande de garantie régionale et internationale. Cela fait suite à une visite dans la bande de Gaza, jeudi dernier, du chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, qui a déclaré, je cite, « Le Hamas se trompe sur nos capacités, nos intentions et la détermination qui est la nôtre, tout comme Nasrallah et son groupe de commandement. » Entre-temps, le cabinet de sécurité s'est réuni jeudi pour discuter de l'élargissement de l'opération dans la bande de Gaza et une source familière avec les travaux du cabinet a déclaré que les ministres sont venus à la réunion en demandant que le cabinet approuve les plans pour poursuivre les combats et étendre l'opération dans la bande de Gaza sans faire traîner les choses en longueur. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et nous vous demandons de continuer à diffuser la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons maintenant écouter Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui va nous présenter les derniers développements dans notre voisinage, le Moyen-Orient. Mati, que s'est-il passé lors du 3e cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran? Ce week-end, le 3e cycle de discussion entre les États-Unis et l'Iran, sous la médiation d'Oman, s'est achevé. Ce cycle était censé être, je le rappelle, une discussion plus professionnelle et technique. Une discussion plus professionnelle et technique plutôt qu'une discussion générale ou condescendante. Les principaux sujets de controverse, les principaux sujets de désaccord entre les États-Unis et les Iraniens restent sur la table. Quels sont-ils? Le niveau d'enrichissement de l'uranium que les Iraniens peuvent atteindre, la fabrication d'armes et de missiles et bien sûr les sanctions financières, l'énorme éléphant financier dans la pièce. Après de très nombreux jours, de très nombreux tweets et de très nombreuses discussions et négociations publiques et privées, nous sommes toujours dans l'impasse. En fait, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré à la fin des négociations d'hier samedi qu'il y avait des sujets très importants sur lesquels nous ne pouvions pas nous mettre d'accord et qui sont fondamentaux pour cet accord, mais qu'il gardait l'espoir d'une certaine manière. Et les Américains, l'équipe est d'ailleurs dirigée par Witkoff, les Américains sortent de cet accord ou cette négociation avec la même déclaration. Nous voulons parvenir à un accord, nous progressons, mais il semble que nous n'allions pas dans la bonne direction. Et le président Trump surplombe tout cela. Ce week-end, le président Trump a donné une sorte de date limite. Il a dit, écoutez, vous avez environ 60 jours pour parvenir à un accord, et si ce n'est pas le cas, nous passerons à l'option militaire. Et c'est là qu'Israël veut en venir. Nous voulons être dans une situation où l'option militaire est l'option sur la table. En fait, le Premier ministre Netanyahou et notre gouvernement
ont répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que nous voulions le modèle libyen ou l'option militaire et rien entre les deux. Qu'est-ce que le modèle libyen? Le modèle libyen prévoit ce qui suit: pas de capacité nucléaire, pas d'uranium enrichi, ne provenant pas d'une source extérieure, pas d'installation nucléaire, et c'est tout. Et si vous possédez l'un de ces éléments, nous passerons à l'option militaire. Mais ce n'est pas du tout ce qui est discuté actuellement entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran et les États-Unis discutent de détails qui sont très éloignés de ce qu'Israël demande. En fait, ils sont très éloignés de ce que les États-Unis demandaient à l'origine. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans toute cette discussion, les Iraniens ont tiré les leçons des précédents cycles de négociations avec les États-Unis. D'accord, nous sommes prêts à négocier et nous sommes prêts à conclure cet accord. Mais si vous, les États-Unis, violez l'accord, nous voulons une option de retour en arrière qui vous pénalise pour avoir violé l'accord, ce que les États-Unis ont d'ailleurs fait dans le passé. Les États-Unis envisagent la situation d'un autre point de vue, comme les Iraniens. Si vous faites quoi que ce soit pour violer cet accord, ne serait-ce qu'une seule clause, vous serez immédiatement punis, financièrement parlant. Les sanctions sont de retour, les punitions fiscales, vous savez, les punitions financières sont de retour sur la table. Il s'agit donc d'une négociation très différente. Israël demande une chose et les Iraniens et les Américains sont encore très loin de trouver un terrain d'entente. Et au-dessus de tout cela, il y a le fait que la présence militaire américaine dans cette région reste très importante. De plus, pendant que tout cela se passe, Israël continue d'entraîner sa force aérienne. Notre armée de l'air s'est entraînée à des missions de bombardement à longue portée, lisez entre les lignes, pour attaquer les installations nucléaires iraniennes. Il y a une semaine, nous avons commencé à parler du fait qu'Israël est peut-être sur le point d'aller à l'encontre de la volonté des États-Unis en attaquant les Iraniens. Et c'est une toute autre histoire que nous n'avons pas le temps de couvrir aujourd'hui. Mais c'est une situation très intéressante. Voici une autre petite anecdote. Les États-Unis exigent que les Iraniens démantèlent leur programme de missiles. Les Iraniens refusent toute discussion à ce sujet. Ils ne veulent même pas parler de cette option. Dans le même temps, nous venons d'assister à une énorme explosion dans l'un de leurs ports, où se trouvaient 4 composants chimiques destinés à alimenter des fusées. Ainsi, pendant que nous menons ces négociations, les Iraniens développent, élargissent et augmentent à toute vitesse leur capacité à lancer et à fabriquer des fusées. Nous nous trouvons donc dans une situation très étrange. Les Iraniens demandent une chose, les Américains demandent quelque chose de totalement différent. Quant à Israël, il est presque exclu de cette conversation, dans la mesure où nous voulons quelque chose d'entièrement différent de ce qu'ils demandent. Tout cela nous amène à la question suivante. Où cela nous mène-t-il? Je pense que vous pouvez deviner et que je peux deviner que dans 60 jours, il n'y aura pas d'accord. Il y aura peut-être un quasi-accord, peut-être un demi-accord, mais il n'y aura pas d'accord sur la question de savoir si les Iraniens ont ou non des capacités nucléaires. Le gouvernement iranien ne cesse de répéter à son peuple « Nous avons gagné ce cycle de négociations, nous aurons un programme nucléaire, nous serons forts et puissants au Moyen-Orient et nous serons sur la bonne voie pour retrouver notre capacité financière et lever les sanctions. » C'est en quelque sorte ce que veulent les Iraniens dans tout cela. Le gouvernement iranien est frappé de plein fouet depuis des mois et des années par les sanctions financières. Si vous regardez la tendance, le graphique du rial iranien par rapport au dollar américain, vous verrez que c'est de la folie. Ils ont fixé leur taux de change à quelque chose comme 40 000, je crois que c'est 42 000 rials pour un dollar américain. Mais si vous regardez le taux de change réel, il est plus de 10 fois supérieur et peut fluctuer de 30 à 40% en l'espace d'une semaine. L'économie iranienne a donc beaucoup souffert. L'économie iranienne est en proie à une inflation galopante. C'est pourquoi les Iraniens veulent absolument parvenir à un accord, mais pas au point de renoncer à ce qu'ils appellent leur atout, c'est-à-dire le programme nucléaire. Nous nous trouvons donc dans une sorte d'impasse. Les Iraniens vont essayer de se frayer un chemin vers un accord qui n'inclut pas le démantèlement de leur programme nucléaire. Les Américains vont essayer de les en empêcher. Et Israël, pendant ce temps, est une sorte de faucon qui observe depuis le ciel, attendant de voir si le moment est venu de lancer une attaque. Et je tiens à vous rappeler que c'est le moment de passer à l'attaque. Les Iraniens sont affaiblis. Ils ont perdu leur capacité d'intimidation par l'intermédiaire du Hezbollah et d'autres mandataires contre Israël et contre les forces américaines dans cette région. Depuis plusieurs jours, les forces américaines présentes dans la région bombardent sans relâche des cibles Houthis dans le nord du Yémen. Le moment est venu de passer à l'action militaire, si tant est qu'il y ait eu un moment pour le faire. C'est ce que demande Israël, et je pense personnellement que c'est la seule bonne façon de procéder. Les Iraniens ont prouvé à maintes reprises depuis des années qu'ils ne renonceront jamais à leur programme nucléaire.
Et à moins que quelqu'un n'envisage d'envahir le pays et de démanteler toutes ses installations militaires, ce que je ne vois pas arriver de sitôt, une frappe militaire est la meilleure façon de procéder. Et si l'on tient compte aujourd'hui des pressions financières iraniennes, du fait que leur monnaie est dévaluée à un rythme fou, du fait que le peuple souffre énormément des sanctions, nous comprenons que les dirigeants vont essayer d'obtenir un accord tout en conservant ce qu'il reste de leur capacité nucléaire. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de suivre tout ce que nous rapportons sur ce sujet, car les choses évoluent très rapidement. Et maintenant, retour à vous, Yair Pinto. Merci Mati. Les choses sont désormais claires en ce qui concerne les intentions de l'Iran. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et nous continuerons à partager ce qui se passe en Israël afin que vous sachiez comment prier pour la paix à Jérusalem. Nous vous invitons à rester à l'écoute de la vérité en temps réel et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Samedi matin, les sirènes d'alerte aux missiles ont fait à nouveau courir des millions d'Israéliens dans leurs abris anti-atomiques, car les Houthis du Yémen ont tiré une fois de plus un missile balistique sur nous. Cette fois-ci, la cible était la ville de Beersheva. Mais comme toujours, le missile a été intercepté avec succès en dehors de l'espace aérien israélien. En ce qui concerne les Houthis, l'armée américaine stationnée sur l'île de Diego Garcia continue de frapper des cibles Houthis au Yémen dans le cadre de l'opération militaire annoncée par le président Donald Trump le mois dernier. Des dizaines de cibles du groupe terroriste ont été détruites lors de cette campagne aérienne et un haut responsable américain a affirmé que les Houthis avaient été considérablement affaiblis. Néanmoins, les frappes américaines ne restent pas sans réponse. Selon le rapport publié vendredi par le portail d'information saoudien Al Arabiya, les rebelles ont réussi ces dernières semaines à abattre 7 drones Reaper MQ-9 de pointe, dont chacun a coûté 30 millions de dollars au Pentagone. Selon des responsables du ministère de la Défense de Washington, 3 avions ont été abattus au cours de la semaine écoulée, ce qui témoigne de l'amélioration et des progrès des Houthis. Un autre responsable du département de la Défense a déclaré que l'augmentation du nombre de frappes pourrait mettre en danger les avions et que les États-Unis prenaient toutes les mesures possibles pour protéger leurs équipements et leurs intérêts dans la région. À ce propos, le commandement central des États-Unis a diffusé des images rares montrant un avion de guerre électronique EA-18G Growler décollant d'un porte-avions pour des frappes contre les Houthis au Yémen avec à son bord des missiles AGM-88E destinés principalement à détruire des radars et des systèmes de défense anti-aérienne. Sur les images diffusées par le CENTCOM, on peut voir l'avion transporter 4 missiles AGM-88E ARM ou un modèle plus ancien du missile familier, alors qu'il n'est habituellement documenté qu'avec 2 missiles de ce type par mission, leur rôle principal étant la guerre électronique et le renseignement. La grande question est donc de savoir quelles sont les cibles de ces missiles. Les Houthis disposent d'un dispositif de défense aérienne basé sur de vieux systèmes russes, des radars et des missiles anti-aériens qu'ils ont reçus des Iraniens. Ces systèmes ont mis hors service plusieurs drones américains et les missiles pourraient avoir pour but de mettre fin à cette tendance. Le porte-parole du CENTCOM, Dave Esteban, a déclaré qu'au cours des derniers jours, la campagne aérienne avait frappé plus de 800 cibles Houthis, ajoutant que ces frappes avaient détruit des installations de commandement et de contrôle, des systèmes de défense aérienne, des installations de production d'armes avancées, des sites de stockage d'armes et qu'elles avaient également éliminé des Houthis de haut rang. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements de la campagne contre les Houthis et, une fois encore, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre. Je voudrais conclure le reportage d'aujourd'hui en rendant hommage à certains héros qui ont donné leur vie pour défendre l'État d'Israël ces derniers jours. Le sergent-chef Neta Yitzhak Kahana et le capitaine Ido Wolar, officiers du corps blindé, sont tombés vendredi dans la bande de Gaza lors d'un affrontement avec des terroristes dans le quartier de Sajaïa, dans l'est de la ville de Gaza. Wolar, 21 ans, originaire de Jérusalem, était commandant de section dans le bataillon 46 de la brigade Point de Fer 41 et Kahana, 19 ans, originaire du Moshav Eitan, servait d'agent infiltré dans l'unité de la police des frontières du Sud.
La force dans la région était engagée dans l'expansion de la zone tampon qui sert de bande de sécurité du côté de Gaza, de la frontière, et pendant les heures de clarté du vendredi précédant la rencontre, les réservistes de la brigade 16 ont mené des recherches dans la partie orientale du quartier donnant sur le Negev occidental et ont détruit les bâtiments et les infrastructures des terroristes. À 4h40, il y a eu un échange de tirs et Neta a été touché. L'évacuation des blessés de la zone densément bâtie a pris environ 2 heures et a comporté 5 engagements avec les terroristes qui ont ouvert le feu sur les troupes avec des armes légères et des tirs anti-chars. À 4h45, un chasseur anti-char de la force de sauvetage a été modérément blessé et 40 minutes plus tard, d'autres RPG ont été tirés sur des chars qui participaient à la mission de sauvetage. Le char de Wollard a été touché par des tirs de RPG vers 5h39, le blessant mortellement et blessant 3 autres membres de l'équipage. Prions donc ensemble pour le bien-être des soldats vivants, de ceux qui ont été blessés, et envoyons un soutien chaleureux et de l'amour aux familles qui ont perdu leurs proches. Continuons à prier pour l'État juif, pour Israël. Prions pour nos otages qui sont détenus dans la bande de Gaza aux mains des terroristes du Hamas. Prions pour la défense de tous les soldats de Tsahal et de nos alliés qui se battent à Gaza, au Yémen, en Syrie, au Liban ou en Judée et Samarie. Prions pour tous les civils impliqués dans ce conflit, qu'il s'agisse du peuple iranien en Iran, de la population de Gaza à Gaza, du peuple libanais ou syrien. Tous ceux qui ne sont pas des terroristes et qui sont sous leur contrôle, prions pour qu'ils soient libérés de cette emprise. Et surtout, unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem.